Je crois pas que j'ai eu des gros moments de doute, j'ai eu des moments de très grosses difficultés et ça a été le Covid. Ça sert à rien de faire venir des nouveaux clients dans une boutique si on n'a pas retouché l'offre. Aujourd'hui, la chemise Je t'aime, elle a fait entrer beaucoup de nouveaux clients dans la boutique. Ce qui guide mon cheminement, c'est que j'adore apprendre de nouvelles choses. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éléonore Baudry, présidente de Figaré Paris. Après avoir marqué les esprits en orchestrant la digitalisation du luxe chez Gucci et porté l'internationalisation de Sarenza, Éléonore s'est lancé un nouveau défi, redonner vie à Figaré, maison emblématique de la chemise fondée en 1968. Entre tradition et modernité, digitalisation et ouverture à de nouvelles clientèles, elle partage avec nous son parcours inspirant, sa vision audacieuse pour la mode française et les clés de son leadership. Je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Éléonore. Bonjour Arnaud. Pour commencer, j'aime bien remonter aux origines, que tu nous dises d'où tu viens, dans quel environnement tu as évolué, un peu le début de ta vie. Voilà. Bien, moi je suis parisienne, je suis née à Paris, j'ai fait mes études à Paris, lycée parisien. Et puis j'aimais bien les lettres, les langues et j'étais assez forte en maths. Donc normalement quand on est bonne partout et excellente nulle part, on fait une prépa HEC. C'est ce que j'ai fait. C'est intéressant la manière dont tu le présentes parce que j'ai l'impression, j'ai fait une prépa HEC moi aussi et tous ceux qui ont fait des écoles de commerce ont un peu ce point commun quoi finalement. Oui, c'était pas... à peu près bon élève mais pas non plus... Enfin, pas hyper fort en physique. Voilà, on n'a pas fait une école d'ingé. C'est ce que m'avait dit mon père. T'es pas assez bonne en physique pour pouvoir faire une maths sup, donc tu feras une prépa, je sais. Mais ça m'allait très bien parce que j'aimais beaucoup les lettres, les langues, mais j'aimais aussi le commerce et je crois que mes parents disaient que je relançais l'économie française. J'aimais l'hypermarché, j'aimais les vêtements. J'ai réalisé assez vite le pouvoir du vêtement, ce que ça signifiait que porter une marque, ce que ça pouvait finalement changer dans l'assurance qu'on pouvait avoir, dans ce qu'on projetait aussi. Et je pense que je m'en suis souvenue plus tard dans ma carrière. On va y revenir. Ouais. Tes parents, tu étais des parents entrepreneurs, des parents dans les affaires, un environnement qui t'a mené vers ce type de fonction ou... Pas du tout. Moi, je pense que j'ai un oncle qui faisait un métier un peu commerçant, mais sinon... J'ai un grand-père écrivain, mon père était journaliste, ma mère prof de lettres. Donc le commerce, le business et entre guillemets faire de l'argent, c'était pas vraiment un savoir-faire familial. Tu avais déjà une ambition, une volonté de carrière, de réussite déjà à cette époque-là? Oui, je crois que j'étais assez ambitieuse et je crois que... Dès que j'ai été à l'ESSEC, je savais que j'avais envie de bosser, d'aller dans des belles boîtes. Et ça m'a... Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que décider, l'idée, être en position finalement de leadership, c'est quelque chose que j'ai fait très vite. J'étais dans la catégorie des délégués de classe, ce genre de choses. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Et donc, je savais que j'aimerais avoir une carrière. Donc, tu fais l'ESSEC, et tu pars dans le conseil. Ouais. Alors, à vrai dire, je commence par 4 années chez Procter, mais que je considère comme un peu la fin de ma formation. Oui, c'est ce que tu me disais, que c'était un peu la poursuite des écoles. Voilà, je suis sortie de l'ESSEC à 21 ans, donc j'étais très très jeune, j'avais encore besoin, je pense, de continuer à apprendre. Et Procter était très bien en ce sens que je crois que c'est là que j'ai appris à recommander. Parce que chez Procter, on faisait la one-page memo. One-page memo où on devait recommander quelque chose. Donc, quand on est face à une énorme boîte où tout le monde a un point de vue, quand on est tout jeune et qu'on nous demande de recommander quelque chose, je trouve que c'est assez puissant. Et aujourd'hui,
je continue à demander à mes équipes, par exemple, quand elles m'exposent un problème, de recommander une solution. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et après, effectivement, j'ai rejoint le conseil. Pendant 7 ans, j'ai travaillé énormément dans le retail. Comme je te disais, moi, je suis pas. Tu m'as dit qu'on partait du début. C'est vrai que je jouais beaucoup à la caissière quand j'étais enfant. Et je crois que la distribution au sens large, c'est quelque chose qui m'a passionnée assez vite. Donc, chez Procter, je regardais de l'autre côté les hypermarchés qui vendaient nos produits. Et ensuite, j'ai vraiment eu envie de passer de l'autre côté et de travailler dans cette industrie où finalement on peut aller vite, où c'est à la fois ultra concret et quand même assez stratégique parce qu'on invente des concepts de retail assez fréquemment. Et moi, j'ai eu l'occasion en conseil de travailler sur énormément de concepts différents, d'en imaginer. On te sollicitait sur quel type de mission d'ailleurs? Ultra varié. J'ai travaillé sur des stratégies de distribution pour le Club Méditerranée, par exemple, qui voulait ouvrir sa distribution et donc il fallait réfléchir à la façon dont on pourrait le faire. J'ai travaillé pour les Galeries Lafayette sur des positionnements de concepts. J'ai travaillé pour La Poste sur la conceptualisation de leur rôle d'aménagement du territoire en France. J'ai travaillé pour Guy Degraine sur leur évolution de positionnement. Donc c'était extrêmement, extrêmement varié en réalité, mais toujours à la fois ultra... on était du conseil en strat, donc il y avait une part stratégique, une part théorique qui était forte. Et puis à la fin, qu'est-ce que ça veut dire pour le client? Qu'est-ce que ça veut dire en rayon? Si on était sur un hypermarché, qu'est-ce que ça veut dire en agence de voyage, etc. Tu disais que tu y restes 7 ans, je crois. À quel moment tu décides et pourquoi tu décides de repasser côté entreprise? Alors, la première, et je suis heureuse de constater que ça a un petit peu changé, mais pas tellement, c'est une évolution douce. J'étais arrivée à un stade où j'avais plus beaucoup de femmes au-dessus de moi. Et les femmes qui étaient au-dessus de moi, elles étaient chouettes, mais à la fois, c'était pas du tout ce que j'avais envie de devenir. Et donc, il m'a semblé que, à la fois en termes de sacrifice personnel qu'il fallait faire pour arriver à leur place, et de positionnement par rapport à ce que j'étais, parce que moi, je revendique le fait d'être une femme, j'étais assez peu aspirée. Et le deuxième sujet, c'était que moi, j'aime l'opérationnel aussi, et que j'étais peut-être arrivée à la fin d'un cycle de recommandations et que j'avais envie de faire. Voilà. Il y a toujours cette petite frustration quand on est consultant, une fois qu'on a fait une reco qu'on trouve exceptionnelle, de se poser la question si effectivement le client va pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Sur ce sujet, notamment des rôles modèles, de la place des femmes dans la cabinet de conseil, tu disais les femmes que tu avais au-dessus de toi, déjà il y en avait moins et surtout elles ne représentaient pas ce que tu voulais devenir. Tu peux préciser ce concept? C'était trop de travail, c'était pas d'équilibre, c'était... Oui, et c'était en fait, je pense qu'à l'époque, ce qu'on commençait à faire avec quelques-unes des collègues autour de moi, c'était de diriger, de travailler sans renier notre genre. C'est-à-dire, moi je sais que j'ai une amie qui m'a dit récemment, mais toi tu mettais des tailleurs rouges. Et c'était gutsy à l'époque de s'habiller comme ça. Et de ne pas renier le fait que j'avais des enfants que j'avais envie de voir un peu et que je pensais qu'on pouvait mener tout ça de front parce que il n'empêche pas. J'ai toujours retravaillé une fois que les enfants étaient couchés, par exemple, quand il le fallait. Mais il y avait beaucoup de présentéisme, beaucoup de choses qui se faisaient entre 19 et 21 heures, qui est justement l'horaire où les femmes ne pouvaient pas être présentes, etc. Donc tout ça faisait en sorte que je savais qu'à l'époque, j'étais un peu hors jeu et que j'avais pas envie de jouer un jeu auquel je savais que de fait j'avais peu de chance de le gagner. Donc voilà, je pense que les choses ont changé. Et
s'améliore. Et voilà, c'est un peu mieux, mais je pense qu'il y a encore du boulot, bien sûr. Il y a encore un peu de boulot. Quel est le regard que tu portes sur cette expérience, en fait, sur cette première phase, et en quoi est-ce que ça t'a aidé derrière pour bâtir ta carrière et puis continuer d'évoluer? J'ai adoré le conseil. Alors, c'est d'abord parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Et je pense que c'est ce qui guide mon cheminement, c'est que j'adore apprendre de nouvelles choses. Et dans le conseil, la chance que j'ai, c'est que en strat, tous les 6 mois environ, ou plus fréquemment, on change de sujet. Et en quelques semaines, il faut apprendre un nouveau secteur, un nouveau métier, et devenir assez rapidement expert, ou en tout cas avoir un point de vue sur le sujet. Et donc ça, je pense que quand on est très curieux, c'est génial. Et j'ai aussi une grosse capacité à m'enthousiasmer. Et donc, je me suis enthousiasmée pour des secteurs très, très différents. Je le disais tout à l'heure, des Galeries Lafayette à la Poste, en passant par Carrefour, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense que ça donne aussi le réflexe de crack the case, quoi. C'est-à-dire que quand on est face à un nouveau challenge, c'est OK, il faut résoudre le problème. Et donc avancer et décider pour faire en sorte qu'on réussisse, on avance. Je disais en introduction, donc je voudrais qu'on parle de Figaré, mais avant cela, enfin, il y a eu quand même toute une étape. On parlait de Gucci, on parlait de Sarenza, travailler sur l'internationalisation, sur la digitalisation. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase sans qu'on regarde vraiment étape par étape, de façon chronologique, mais un peu la façon dont les choses se sont passées, ta volonté de partir à l'international? Je crois que tu as vécu quelques années à New York. Ouais. Et puis comment en fait a évolué le marché, en fait, un peu la lecture que tu fais de ces premières étapes en tant que doueur. Oui, donc effectivement, quand j'ai quitté le conseil, j'ai eu la joie d'aller chez Kering. Et j'ai commencé en strat parce qu'évidemment, quand on quitte le conseil, c'est bien d'atterrir à la strat et puis de commencer à regarder quel sera le job d'après. Donc on fait la même chose que ce qu'on faisait dans le conseil. Oui, en interne, de façon un peu plus concrète, vraiment au plus près des équipes. Et un sujet supplémentaire que j'adore et que j'ai eu plusieurs fois dans ma carrière, c'est de la veille. C'est-à-dire essayer de sentir comment bougent les marchés. Et à l'époque, j'ai eu la grande chance d'être au début tout de même du digital. Et donc chez Kering, j'ai travaillé sur certains sujets et assez rapidement, j'ai identifié que le digital qui était important pour la Fnac, qui faisait encore partie de Kering, et pour beaucoup d'enseignes qui vendaient du mass, en fait, était encore assez peu développé dans le luxe. Et comme Kering se réorientait très lourdement vers le luxe, je leur ai dit, mais en fait, il y a un truc qui bouge, c'est le digital. Et aujourd'hui, il y a très très peu de marques qui sont présentes, autres que par des sites d'images, et très peu de marques qui vendent en ligne. Donc, est-ce que ça vous intéresse qu'on regarde ? Donc là, on m'a dit oui. Ce qui était quand même assez osé pour une industrie du luxe d'aller sur le e-commerce. Voilà, en tout cas, regardez. Et puis ensuite, effectivement, je leur ai présenté ce qui se faisait. Donc je suis allée aux États-Unis, regarder Saks, regarder Neiman, parce que c'était vraiment aux États-Unis qu'il se passait quelque chose sur le digital en ligne. Et quand je suis revenue, je leur ai dit, il y a 2 solutions. Soit on ne fait pas grand-chose, on continue à faire des sites d'images, on va les améliorer un peu, peut-être qu'on peut mettre des process en commun, des ressources entre les différentes marques. Et ça, c'est cruise control. Ou alors, on avance, on ouvre des sites de e-commerce pour toutes les marques du groupe. On le fait de façon concertée, parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher d'ouvrir des sites internet. Donc, on savait très bien que les plus petites marques de Kering auraient du mal à y aller seules, mais que si on y allait de façon concertée, on pourrait permettre à tout le monde de monter assez vite. Et ça, c'est la solution pedal to the metal. Donc, je leur ai donné le choix à François-Henri Pinault et à Robert Paulette, qui à l'époque dirigeait le luxe. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont dit « Ok, on y va, on te suit, et ben t'as qu'à le faire ».
Et donc là, j'ai pu constituer une équipe un peu de start-up incubée qui travaille avec toutes les marques et qui a construit les sites internet de toutes les marques de luxe de Kering, donc d'Yves Saint Laurent à Stella McCartney, Alexander McQueen, Balenciaga, etc. Ça a marché tout de suite, d'un point de vue consommateur, ça. Et alors, oui. Ouais. Donc la réponse est oui. on a commencé par lancer les sites sur le marché américain. Et le marché américain, c'est encore un des plus gros marchés du e-commerce dans le monde. Mais c'était un marché qui était déjà mature. Ils savaient déjà acheter un sac à 3 000 $ en ligne parce qu'il l'avait fait chez Saks, il l'avait fait chez Neiman Marcus et même chez Net-a-Porter pour qui les US étaient un très gros marché. Donc on l'a fait aux États-Unis d'abord et puis ensuite on a développé les autres pays. Donc oui, ça a marché tout de suite. Après, moi j'avais un rôle à la fois de construire les sites, donc du back et du front avec chacune des marques, mais aussi un rôle d'évangéliste. À l'époque, il n'y avait pas de Chief Digital Officer, c'était finalement... Donc là, tu as dû convaincre tous les patrons de marque qui pouvaient y aller, ça marcherait, que donc ça allait pas te le casser leur terme marque. de CDO n'existait pas encore, mais en fait, c'est ce que j'ai fait. Et donc, tous les mois, je leur racontais ce que c'était le web, ce qui se passait. Et puis, bon, c'est des moments marrants. Hein. C'est la première page Facebook de toutes les marques, etc. C'était il y a bien longtemps. Ça a changé. Non, pas si longtemps quand même. Non. Mais c'est vrai que c'était un rôle très pionnier et qui m'a énormément plu parce que c'est vrai que je crois que ce rôle finalement d'intrapreneuriat, c'est extrêmement plaisant puisqu'on a le meilleur des deux mondes. À la fois, pas d'inquiétude. J'avais quand même la chance d'être adossée à Kering, donc j'avais les ressources qu'il nous fallait. Et à la fois, on avait une grande indépendance qui nous avait été donnée parce que j'avais un mandat très clair et une confiance du top management qui me rendait absolument heureuse de mener cette mission et aussi redevable de la confiance qui m'était donnée. À quel moment tu te dis qu'il faut peut-être faire un move ou qu'est-ce qui t'amène à considérer une autre histoire? Alors d'abord, entre deux, donc après Gucci Group, je suis partie chez Gucci. Et là, c'est très simple. En fait, j'ai travaillé pour toutes les marques sauf Gucci qui avait déjà son site internet. Et un jour, j'ai le PDG de Gucci qui me dit je cherche quelqu'un pour tenir le job de Gucci.com au niveau monde, ce qui était un gros job déjà parce que le web était très développé. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait partant pour les US ? C'est un rôle mondial mais qui est basé à New York, donc faut que je trouve quelqu'un, etc. Donc là, je lui ai dit, attends, moi j'y vais en fait. Donc c'est vrai que moi j'avais fait une partie de ma carrière dans des boîtes américaines. Les États-Unis, c'est un pays qui me... aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de dire ça, mais qui auparavant me passionnait. Et j'ai vécu 3 ans aussi. Voilà, et j'ai une grande nostalgie. J'ai adoré cette expérience new-yorkaise, mes enfants aussi. Et donc, j'ai développé Gucci.com basé à New York, mais j'ai ouvert la Chine. J'ai fait le premier site compatible avec l'iPad, etc. C'est quoi le job en fait? Quels sont les enjeux? Comment est-ce qu'on travaille? Il y a combien d'équipes derrière? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, gérer Gucci.com, ça voulait dire, gérer tous les pays, parce que j'avais des équipes opérationnelles dans tous les pays où on avait du e-commerce ouvert. Et donc, c'était gérer les directeurs de boutique, entre guillemets, puisque c'est ce que c'était, les équipes merch, le SAV, choisir les outils pour eux, etc. Et puis ensuite, il y avait la partie front. Donc, par exemple, j'ai mené un replatforming complet du site et je travaillais avec la directrice créatrice de l'époque de Gucci pour faire en sorte que le site internet lui plaise, soit en ligne avec le concept de flagship de boutique sur lequel on était en train de travailler. Donc, on a dessiné le site ensemble et puis ensuite, moi, je revenais à New York. J'allais la voir en Italie, à Florence. Je revenais à New York et puis on faisait en sorte que ses dessins, son inspiration, ses désirs, on puisse les retranscrire sur un site internet. Et puis ensuite, j'avais toute la partie technique. Donc, j'avais des équipes de développeurs qui, eux, étaient basés à New York, qui développaient
Le front, le back, le middle. Les boutons. Voilà, ouais. Okay. Et donc, c'était, toutes ces années, c'était des années où j'ai appris très, très, très vite, parce que j'avais cette nécessité, également le back d'un site internet. Et le dernier point qui en était à ses débuts, c'était le marketing digital. Donc, je m'occupais de ça aussi, c'est-à-dire l'acquisition. Google, il y avait assez peu de méta à l'époque, mais à l'époque, on faisait plus du display. C'est-à-dire faire des jolies vidéos, des extraits de défilés qu'on mettait sur des sites de contenu. Mais effectivement, donc, tu me posais la question, quand est-ce qu'on se dit qu'il faut... qu'on a envie de faire autre chose. Parce que moi j'étais partie à New York pour une période définie, donc cette période arrivait à la fin. Et puis j'ai vraiment adoré cette expérience, et à la fois je me disais que j'avais assez envie de rejoindre une entreprise où le web était vraiment cœur business. La petite frustration que j'avais quand j'étais chez Gucci, ou chez Gucci surtout, c'est que j'étais une, entre guillemets, petite partie du business, certes en très grosse croissance, et une partie que la plupart des gens ne comprenaient pas. C'est-à-dire que moi, j'avais un PDG qui n'était pas forcément très à l'aise avec ce qu'était le web. J'étais tout le temps en concurrence. Mes investissements sur Google étaient en concurrence avec des pages de presse d'En Vogue. Et je ne gagnais pas toujours. Voilà. Et je me suis dit, maintenant que j'ai bien compris et que j'aime ce sujet, j'aimerais aller dans une entreprise où vraiment je suis au cœur du réacteur. Ouais. Qui est digital natif, quoi. Exactement. Ouais. Donc Sarenza. Donc Sarenza, où pendant 4 ans, j'ai été effectivement au cœur du développement d'une start-up française qui distribuait des chaussures et qu'on a développé dans plein de pays d'Europe. Et j'ai géré finalement une jolie auberge espagnole, parce qu'en fait, mon rôle a été... Sarenza, c'était une boîte française, et on a ouvert l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, mais aussi la Pologne, le Danemark, etc. Et donc j'ai recruté, formé, entouré et processé le développement de la marque dans plus d'une dizaine de pays, avec des équipes que je recrutais qui étaient à la fois expertes, donc on a créé des pôles d'expertise, et à la fois natifs, pour avoir des personnes qui étaient capables de merchandiser, d'envoyer des newsletters, de contacter des influenceurs dans la langue de chacun des pays dans lequel on a créé une antenne finalement du site. Et c'était, je pense que c'était la première fois finalement où je crée une équipe qui a grossi aussi rapidement, pour lequel il a fallu me poser la question de beaucoup d'organisation, et où à la fin je me disais, en fait, mon rôle c'est très simple, c'est de leur partager la vision, donc leur dire où on va et leur redire, et 2, c'est de faire en sorte que eux puissent être à 100%. Et entre guillemets, quoi qu'il en coûte de mon côté. C'est-à-dire, je me suis dit, si j'ai 12 N-1 qui, eux, sont à 100%, c'est quand même beaucoup plus efficace. Il faut que je leur donne le temps dont ils ont besoin pour qu'eux puissent foncer. Et donc, je me définissais, et je crois qu'aujourd'hui, je conserve ce rôle-là comme quelqu'un qui leur permet d'avancer. Donc, je décide, je réduis les obstacles, et je les débloque en réalité. On voit bien Figaré, le lien avec le reste de ta carrière, mais qu'est-ce qui a été déterminant pour qu'effectivement il te confie ça? Et on verra cette problématique de renaissance, de redéveloppement, de repositionnement. Tu vas nous raconter tout ça, mais tu vois, qu'est-ce qui dans tes compétences et ton parcours était clé dans ce move? Un savoir-faire de branding, parce que j'ai beaucoup travaillé les marques. Et probablement un savoir-faire digital, puisque c'est aussi par le digital et surtout la communication digitale qu'on a beaucoup travaillé le repositionnement ou le nouvel éclairage de Figaré.
peut-être que c'est ça. C'est déjà. Est-ce que tu peux nous dire du coup qui est Figaré? Je pense que la marque est très connue, mais un peu l'histoire de Figaré, un peu la problématique pour laquelle on est venu te chercher. Alors, Figaré, je crois que tu l'as dit en introduction, c'est une marque qui a été créée en 1968 par Alain Figaré. C'est une marque française, patrimoniale, donc ce qui est une chance incroyable, et qui a été rachetée en 2017. La majorité a été rachetée en 2017 par Expérience Capital, qui est donc un fonds d'investissement qui travaille les jolies marques sur le segment du luxe abordable et qui s'était intéressé à Figaré avec l'objectif de leur côté, je pense, non pas de réinventer la marque, mais de lui redonner un éclairage pour révéler le potentiel de ce qui était une... J'aime pas forcément le terme, mais je pense qu'il est quand même clair, c'était une belle endormie, Figaré. Donc il s'agissait tout de même de travailler à lui redonner une pertinence et peut-être mettre en lumière sa pertinence dans le monde actuel. Et c'est ce que je me suis attachée à faire. Tu vois, quand on arrive comme ça et qu'on a ton rôle, ton expérience, comment est-ce qu'on aborde le problème en fait? J'imagine que le constat, tu avais dû probablement le partager, ok, une belle endormie, des boutiques, une histoire, comment est-ce qu'on repositionne, comment est-ce qu'on travaille ça, comment est-ce qu'on redéveloppe? Alors d'abord, il y a une question de contexte. Et à l'époque, quand je suis arrivée, on a senti un certain nombre de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ultra important de comprendre le contexte du marché dans lequel on se positionne. Aujourd'hui, le marché, il y a le luxe qui est quand même partiellement en difficulté. Pourquoi ? Parce que donc les Chinois en ont assez d'acheter des t-shirts avec des gros logos. Et par ailleurs, il y a eu des augmentations de prix qui ont fait que, pour certaines marques, à un moment, c'était vraiment exagéré. Donc il y a aujourd'hui, je pense, un repli vers d'autres marques qui peuvent exprimer d'autres choses. Deuxièmement, on a des marques de luxe abordables, les Bache, les Couples, etc., qui pareil, sont en fin de cycle. Je ne doute pas que certaines d'entre elles vont se réinventer, mais c'est cette... Qu'est-ce que tu veux dire par fin de cycle ? Quand on parle d'une marque comme ça. En fait, on voit tout de même qu'il y a un certain nombre de marques qui ont eu le vent en poupe, qui ont pu augmenter les prix, qui ont pu Bache, notamment. beaucoup se développer, etc., et qui sont arrivés à un moment où en full price, c'est un petit peu trop cher. Donc, on achète en solde, et donc ça décrédibilise un petit peu la marque. Donc, je pense que Bache va évidemment se réinventer, et je ne veux pas pointer du doigt une marque, mais en revanche, le marché, on voit qu'il y a un ras-le-bol de ce cycle où finalement, ils ont augmenté les prix, puis on achète à moins 30, et donc on ne sait plus trop quelle est la valeur de la marque. Et de l'autre côté, on a Vinted, qui fait que l'entrée de gamme, elle est quand même assez attaquée, et par la seconde main, qui d'ailleurs peut monter également sur l'affordable luxury et le luxe, et puis Shein, qui attaque de front l'entrée de gamme. Et donc, moi, je suis dans ce marché-là, où finalement, je trouve qu'il y a un petit peu une perte de sens, une perte de valeur, et qu'est-ce que j'apporte avec Figaré ? J'apporte une marque traditionnelle, une marque qui a un héritage classique, une marque avec laquelle beaucoup de gens ont une histoire. Donc, Figaré, c'était la marque que portait mon père, ou que porte mon père. Figaré, ma grand-mère même offrait des chemises, etc. Donc on savait qu'il y avait cet héritage-là. On savait que finalement, dans ce marché un peu compliqué, on était en affinité avec cette époque d'un mieux consommer quand même. De se dire, en fait, je veux bien acheter un peu moins, mais je vais acheter mieux. Et nous, ce qui était fort chez Figaré, c'était un héritage classique. Et je crois que la première chose que j'ai fait, c'est le revendiquer. Le embrace, si tu tolères un mot anglais. La tradition. Ouais. C'est de
on avait la légitimité du tailleur de chemise, du savoir-faire. On a toujours travaillé avec les meilleurs tissus italiens et on renforce ça encore. Et de se dire qu'on est une marque de qualité, on est une marque qu'on peut réparer et on est une marque où on va pas passer de mode. C'est-à-dire, si on achète une chemise Figaret en printemps-été 25, je peux te garantir que tu peux la remettre la saison prochaine. Donc, il n'y a pas de risque de faute de goût, il n'y a pas de risque de passer de mode. On construit, quand on va chez Figaret, une garde-robe et on vend du style et pas de la mode. Et ça, c'était très important. Vraiment, ça a été la première étape, c'est de se dire, OK, voilà ce que nous sommes. Et on va finalement assumer. Et c'est vraiment notre socle. Donc ça... donc ça, c'était premier temps en tant que ça, c'est rationnel. Ouais. Donc, après, il faut quand même qu'on renouvelle l'offre, qu'on renouvelle... qu'on repense le concept magasin qui était un petit peu poussiéreux. Donc on fait tout ça assez vite. Alors ce qui était une force pour moi, c'était que comme je viens de la start-up aussi, j'ai envie d'aller très vite. Et comme j'étais chez Expérience Capital avant, j'étais directrice du board de Figaret, j'ai eu pendant 2 ans l'occasion de bien regarder la marque. Donc quand j'arrive en tant que dirigeante, je sais vraiment ce que je veux faire. Donc je m'entoure d'un super comité de direction et on est tous alignés, on y va. Donc ça, donc on retravaille les coupes, on orchestre une montée en gamme sur les tissus, on refait la plupart des boutiques, on retravaille l'offre femme aussi et on continue à la travailler. C'est une des grosses priorités que j'ai cette année pour faire en sorte que, à partir du moment où on va investir et donner envie à nos clients, à plus de clients de venir ou de revenir, on sera prêt à les accueillir. Ça ne sert à rien de faire venir des nouveaux clients dans une boutique si on n'a pas retouché l'offre. Donc il a fallu travailler sur ce sujet-là. Et puis ensuite, une fois qu'on a revendiqué l'héritage classique, il fallait quand même lui apporter une touche d'émotion. Et puis, on peut être classique et patrimonial, mais il faut être contemporain. Donc l'émotion, on l'a travaillé avec l'offre, avec des surprises. Et puis, l'aspect contemporain, on l'a travaillé, je t'en parlerai tout à l'heure, mais avec des capsules, avec des collections un petit peu qui créent la surprise. Et puis avec, en faisant en sorte que vraiment, quand on rentre chez Figaret, on ait une expérience un peu exceptionnelle. On prend notre temps avec nos clients. Et on fait en sorte que ce soit des moments vraiment chouettes. Ça s'est traduit par une augmentation des prix, un repositionnement Alors, on n'a pas augmenté les prix. En revanche, on a proposé une gamme plus haut de gamme. C'est-à-dire que sur nos chemises hommes, par exemple, on a une offre une collection qu'on appelle les beaux tissus, où on a des tissus de chez Albini, Thomas Messon, Canclini, qui sont de très grands faiseurs italiens. Et eux, effectivement, ce sont des tissus qui sont très coûteux et non chers. Et donc, effectivement, eux, ce sont des chemises un peu plus chères. Tu parlais d'émotion. Comment Oui. est-ce que tu donnes une émotion? Enfin, tu vois, comment tu abordes le sujet? Comment on crée de l'émotion avec une chemise blanche? Écoute, on l'a fait... D'abord, on est un vêtement de l'intime. Donc, la chemise, elle est portée à même la peau. Donc, c'est forcément déjà un vêtement intime et donc qui est lié à l'émotion. Le deuxième sujet, c'est que pour beaucoup de gens, moi, quand on me raconte des histoires, ça va être une chemise qu'on a portée pour un entretien d'embauche ou un entretien d'école. Ça va être une chemise qui a été léguée par son père, etc. Donc, on est dans l'émotion. Et nous, on l'a créée de plusieurs façons. Il y a une façon assez jolie. Pendant le confinement, j'ai revu les films de Claude Sautet. Et donc, dans un des films de Claude Sautet que j'adore, qui est Les choses de la vie, on a cette scène qui est Romy Schneider qui porte une chemise d'homme qu'elle pique à Michel Piccoli. Et elle se lève, elle va à sa machine à écrire, puisqu'elle est traductrice. Et sur sa machine à écrire, il lui a écrit en lettres capitales « Je t'aime ».
Et donc, je reviens de confinement et je trouve cette scène tellement jolie. Et puis, le rôle de cette chemise d'homme portée par une femme, c'est important pour nous parce qu'on a toujours eu des femmes qui achetaient des chemises d'hommes pour les porter. Et donc, on a eu cette idée de faire une chemise d'homme qui pouvait être portée par une femme ou par un homme, où on écrirait « Je t'aime », mais à l'intérieur de la patte de boutonnage. Donc, c'est une chemise que l'on peut porter fermée. Et là, personne ne sait ce qui est inscrit dans votre chemise. Ou ouverte, et là c'est une déclaration. Et cette chemise, elle est désormais vraiment un classique de la maison. C'est une chemise qui n'est pas achetée de façon anodine, parce que c'est une chemise qu'on s'offre à soi-même pour se donner du courage. C'est une chemise qu'on offre beaucoup à l'être aimé. Et autour de cette chemise, on est vraiment à nouveau entré dans les histoires de nos clients. Et ça nous a permis de façon plus concrète de recruter beaucoup de nouveaux clients qui ne nous connaissaient pas forcément, mais qui sont entrés via cette chemise « Je t'aime » et qui désormais connaissent la marque. Et tu me disais d'ailleurs que tu avais eu une expérience, enfin que tu avais dîné à côté d'un oui. que tu avais vu des déclarations se faire. Mais oui, ouais. oui. Bah, alors maintenant, en fait, au début, j'ai des copines qui ont acheté la Je t'aime. C'était sympa, donc j'avais l'impression que tout le monde achetait la Je t'aime, mais non, ce n'était que les gens que je connaissais autour de moi. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment un iconique de la maison et on en vend suffisamment pour que tu commences à voir ça dans pour les que j'en vois beaucoup. Voilà. Et il m'est arrivé là, il y a quelques mois, et c'était très touchant. Là, je dînais au restaurant et la table à côté de moi, c'était une déclaration d'amour et l'homme a ouvert sa chemise avec « Je t'aime ». Et je me disais, mais où est la caméra cachée ? C'est pas possible, c'est quelqu'un qui m'a fait une blague. Mais non, tout simplement, c'était un rendez-vous amoureux qui, je te confirme, qui s'est bien passé. Ouais, j'espérais. Donc c'est la chemise de toutes les réussites. Hein. C'est assez recherché en tout cas. Ouais. Voilà, non. Et donc je te disais, pour créer l'émotion, on le fait de cette manière. On fait aussi des collaborations. Par exemple, on a une collaboration avec Gallimard qu'on a menée par 2 fois où c'est important pour nous cet attachement qu'on a au mot, et donc on a réalisé la chemise Rimbaud une première année avec une phrase d'Arthur qui est « L'amour est à réinventer ». Et puis cette année on a fait la chemise Antoine de Saint-Exupéry dont on a aussi volé quelques mots qui étaient « Hâtons-nous de rêver », donc qu'on a aussi brodé sur une chemise. Combien de temps ça te prend en fait entre le fait que tu arrives dirigeante de Figaré, que tu réfléchis à ce repositionnement, à ce concept, à la manière dont tu vas le faire, et le moment réellement où tu commences à en voir les effets? Alors c'est toujours un peu plus long que ce qu'on aimerait. Toujours. Toujours. D'autant que tu le sais, toi, ça va être une mission à la fois, et nous, c'est une collection à la fois. Et les collections, là, aujourd'hui, je travaille sur printemps-été 26, alors qu'on est en printemps-été 25. Donc, il y a toujours 1 an de décalage, ou presque. Alors après, on peut retoucher un petit peu à la marge, mais donc ça prend toujours un petit peu de temps. Après, je pense qu'il y a des façons de créer la surprise, de créer des petits incidents qui peuvent te permettre de gagner du temps. Il y a quelque chose que j'ai fait en 2019 qui était assez inattendu, et en fait on a choisi comme égérie Joe Star. À l'époque, on n'était pas complètement repositionné, mais ça nous a permis de gagner du temps, parce que tout à coup, les gens se sont dit « Tiens, il se passe quelque chose chez Figaré ». Ils n'avaient pas encore tout à fait compris quoi, mais le fait de choisir Joe Star, c'était faire le choix de l'irrévérence tout de même, c'est-à-dire dire « Ok, on est une marque bourgeoise, on a 55 ans, on est dans le patrimoine, on est une marque limite tu regardes même plus, parce qu'on est tellement là que
tu passes devant la boutique, tu rentres plus. En fait, il se passe quelque chose chez nous et viens voir. Et la deuxième chose qu'on disait avec ce message-là, c'était Figaret, c'est la référence. C'est-à-dire Joe Star, il met pas des chemises tous les jours, mais quand il en met une, c'est une Figaret. Et donc, ça a commencé notre positionnement de dire on va être la référence de ta belle chemise. Parce que nous, on est la tradition de la chemise. Et on va te séduire à nouveau et te surprendre un peu. Donc en fait, c'est de l'audace. C'est faire preuve un peu d'audace pour essayer d'accélérer la chose. Ouais, donc je crois que parce qu'on n'avait pas tant de moyens que ça, parce qu'on n'avait pas tant de temps que ça, puisque tu le sais bien, nous on est une entreprise qui est dans un fonds, et donc le cycle d'un fonds, c'est pas 20 ans non plus. Donc, c'était effectivement là où je voulais en venir, c'est de dire t'as peut-être pas 15 ans. Donc on n'avait pas 15 ans, donc il fallait faire les choses bien, évidemment, mais il fallait aussi, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'envoyer des signaux au marché, et donc on l'a fait comme ceci. Et une fois que effectivement, tu vois, aujourd'hui, la chemise Je t'aime, elle nous a vraiment fait... Elle a fait entrer beaucoup de nouveaux clients dans la boutique. Et après, notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils reviennent. Et qu'ils aiment la marque et de leur expliquer à la fois l'histoire, les surprendre avec des collaborations, une offre qu'on a fait énormément évoluer, tu vois. Nous, on a vécu le Covid aussi. Donc le Covid, autant dire que des chemises blanches, des chemises business qui étaient le cœur de business à l'époque, on n'en a pas vendu beaucoup pendant un moment. Donc on s'est posé la question, et heureusement on a répondu très vite, de développer des chemises différentes. Donc les hommes et les femmes, ils continuent à porter des chemises, mais pas forcément les mêmes. Donc on a développé du denim, du chambray, du lin, de la flanelle, etc., pour faire en sorte qu'on les accompagne. Et quand ils sont revenus, et même parfois des gens viennent chez nous et disent « Ah, mais vous faites toutes ces chemises aussi ?» Oui, oui, on t'accompagne dans tous les jours de ta vie. Finalement, moins tu as de moyens, plus ça t'oblige à penser les choses. Et donc potentiellement, plus tu peux faire des choses qu'un grand ne ferait pas. Alors, jusqu'à une certaine limite, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a l'audace, et puis il y a aussi, je crois que le fait d'avoir aussi, entre guillemets, peu de moyens, parce que c'était la réalité, moi j'ai beaucoup approché des partenaires, des personnes que je suis allée chercher pour des collabs, etc., avec mon cœur. C'est-à-dire leur dire, j'ai un projet, j'ai une idée, j'aimerais qu'on fasse ensemble, par exemple, votre chemise. J'ai approché... C'est comme ça que tu as approché Joe Star ? Ouais. On l'a pas du tout approché de façon... Le talk to my agent, mais moi j'avais aucune chance, en fait. Et je l'ai fait pour beaucoup de choses. Nous, on organise des dîners littéraires. Donc, tous les 3 mois environ, j'organise un dîner. Ça s'appelle La Passion du style, puisque le style littéraire et le style vestimentaire se rejoignent par la passion, et j'invite une personne à partager sa passion du style avec 16 personnes autour d'une table qu'on improvise dans ma boutique de la paix. Mais comment est-ce que j'approche les gens pour venir partager leur passion du style ? Je leur raconte, je leur dis venez, franchement c'est des dîners sympas et on va tous passer un chouette moment. Et donc plutôt que de passer par des agents où ce serait finalement une relation business qui ne m'amuse pas tellement. Je sais que plein de marques vont... tu crées de la relation. Voilà, je crée de la relation, et s'ils n'ont pas tellement envie, c'est pas très grave. Mais s'ils ont envie, ça va être vraiment bien, et puis ils vont le faire parce que c'est un projet de cœur. Et donc je crois beaucoup à ça, et finalement j'ai été surprise moi-même de la capacité qu'on a aujourd'hui de mener des projets authentiques, et également le pouvoir des mots. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup écrit. Moi, j'écris régulièrement à nos très bons clients pour les remercier, des mots personnalisés. Et j'écris parfois à des personnes dont j'ai trouvé qu'elles m'avaient intéressée, ou qu'elles pouvaient avoir une démarche qui était similaire à ce qu'on vivait sur la marque. Et on leur écrit. Et parfois, ça donne des projets... géniaux. Je voudrais qu'on en revienne à toi. Quelle est ton ambition ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi avoir voulu prendre ces responsabilités ? Est-ce que c'est une volonté de leadership, d'impact, d'ego ? C'est une bonne question. Je crois que
je crois que j'aime avoir de l'impact, enfin j'en suis sûre. J'aime beaucoup diriger. J'aime beaucoup être autonome et je crois que je l'ai fait un certain nombre de fois dans ma vie. Je ne suis pas sûre d'être capable de retourner dans une structure extrêmement contraignante et matricielle. Et j'aime parce qu'on m'a fait confiance très tôt. J'ai eu des rôles très très autonomes, de leadership très fort, très jeune. J'ai pris le goût de ça. Et donc, j'aime les challenges. Et Figare c'en est un, c'est-à-dire c'est à la fois une marque qui est magnifique, et je t'ai dit à quel point je l'aime, et à la fois, c'était pas évident, parce que c'est une marque qui avait été un petit peu oubliée. Donc, il y avait un vrai challenge, mais je crois que je suis... j'aime les belles choses, les beaux projets, et je suis pas prête à faire quelque chose qui ne me convient pas. Mais en revanche, voilà, j'ai une ambition assez forte pour Figare, et j'aimerais la mener. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'être arrivé à une première étape, en tout cas. C'est une marque qui est en forte croissance dans un marché compliqué. C'est une marque qui a une belle rentabilité. On commence à développer l'international, et ça, c'est très excitant pour moi. Surtout qu'on commence par les US. On revient aux premiers amours. Donc, si on nous laisse travailler correctement avec les US, ce sera vraiment un très gros projet de l'année. Tu commences par où? Tu commences là-bas, à New York? Alors, par le digital. Par le digital. Ouais, vraiment. Et je pense qu'on peut se développer assez fort en digital avant d'ouvrir. Ouais. Ouais. Donc voilà, tu me demandais qu'est-ce qui me drive. Je crois que c'est il y a cette ambition de réussir. Et puis, il y a un autre sujet qui est important pour moi, c'est de travailler avec des gens que j'apprécie. De prendre mon café le matin avec les équipes et d'avoir un alignement ambitieux pour la réussite de Figare. Je considère que Figare, moi, c'est évidemment pas une entreprise qui m'appartient. Je ne fais que la diriger, mais je me considère comme entrepreneur intégré, quoi. Et je pense que c'est important que pour mes équipes, on soit dans cette énergie-là. Je pense qu'on est tous pris par le doute à un moment donné. Oui, donc je ne vais pas te poser la question est-ce que tu doutes, mais est-ce que tu le montres, tu vois? Est-ce que tu es à l'aise à le montrer, par exemple, à tes équipes? Est-ce que tu le partages? Je ne crois pas que j'ai eu des gros moments de doute. J'ai eu des moments de très grosses difficultés, et ça a été le Covid qui a été difficile pour tout le monde. Moi, j'ai dû fermer mes boutiques 3 fois. Et ça, je dois te dire que ça a été extrêmement difficile. Et c'était ultra difficile de ne pas montrer aux équipes un gros découragement quand même. Parce que moi, j'ai mis toute mon énergie dans Figare. Donc, on était en pleine... en plus, on avait fait une année 2019 qui était super. On était en train de vraiment reprendre notre élan. Et tout à coup, on nous envoie on nous casse les genoux avec des battes de baseball, quoi. C'est ça qui s'est passé. Et ça a été ultra dur psychologiquement, mais aussi pour l'entreprise. Et je pense que ça a été pour moi une phase hyper difficile. Je m'en suis sortie, et je pense que l'équipe s'en est sortie par des petits mécanismes qu'on a mis en place. On s'est fait un petit codir tous les matins en Teams à 9h15. Et je dois te dire que moi, j'allais courir tous les matins et je revenais. Et à 9h15, on prenait le café ensemble. Tous les jours, ça nous lançait la journée. On se disait, on va y arriver, on va s'en sortir. Mais c'était un moment dur. Et quand on a ressorti et fait une belle année 2022, 2023, etc., là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Où est-ce que tu vas justement te nourrir? Est-ce que tu gardes des mentors? Est-ce que tu as des cercles dans lesquels tu vas t'inspirer? Enfin, tu vois, quelle est ta façon de gérer ça? Alors moi, je me nourris beaucoup parce que je suis gourmande et vorace. Je regarde... moi, j'ai eu pas mal de jobs dans ma vie où il y avait une fonction de veille. Et je valorise beaucoup la capacité, la mienne et celle de mes équipes aussi, à savoir ce qui se passe dans le monde.
pas de façon géopolitique, mais plus assez liée à notre business, c'est-à-dire les nouveaux concepts, les restos qui montent, etc. Je trouve que c'est assez important d'être dans la vie, donc je suis abonnée à pas mal de news de veille et je lis beaucoup ça. Et après, j'ai des groupes de dirigeants et de dirigeantes. Donc j'ai le Retail Club avec mes copines Delphine et Amandine et Sabrina entre autres, mais on est plein de filles super qui dirigent des boîtes vraiment chouettes et on partage vraiment, c'est-à-dire qu'on se dit les choses et elles organisent des partages d'expériences et d'expertise qui sont très précieux en fait pour moi. Et puis je valorise aussi des déjeuners où on se parle vraiment. En fait, j'ai plus de goût pour le déjeuner où on va ne pas se dire les choses. Et puis enfin, j'ai une coach. Une coach, ouais. Parce que effectivement, je pense que ça a été une super recommandation d'Expérience Capital. Quand j'ai pris le job de présidente de Figare, ils m'ont dit prends une coach pour t'aider à finalement la première fois où j'étais seule aux commandes, même si j'étais très bien entourée. Et je l'ai gardée et aujourd'hui je la vois assez peu, mais c'est vraiment, je trouve très très enrichissant de pouvoir, exactement, et de pouvoir un peu, parce que en réalité, quand ça fait 6 ans et demi que je dirige Figare, donc on a encore énormément de projets, beaucoup d'ambitions, mais on a toujours des questions de comment est-ce que j'anime mon comité de direction, quels vont être les grands sujets stratégiques, on les connaît. Mais les grands sujets plus de soft skills sur lesquels je vais travailler avec eux, etc. C'est intéressant d'avoir quelqu'un avec qui le faire. Merci beaucoup, Éléonore, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite le meilleur à toi, à tes équipes et puis à Figare. Très heureux d'avoir fait cet épisode. Et puis à ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci, Éléonore. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.